ce premier podcast du club de lecture L'Irréel. Une fois par mois, on vous présentera un roman et on discutera de nos impressions tout en abordant un thème différent à chaque fois, le tout sans spoiler. Comme on a chacune des goûts différents, ça va nous permettre d'explorer plusieurs genres littéraires. Donc avant de commencer, on va se présenter. Alors bonjour, moi c'est Mini. Moi ce que j'aime particulièrement c'est tout ce qui est young adulte et littérature jeunesse, ainsi que la littérature fantastique et la fantasy. Après le policier un peu moins, mais je suis une grande fan de Sherlock Holmes, de toutes les versions de Sherlock Holmes, à part celle de la BBC avec Benedict Cumberbatch. Ne me tuez pas les fangirls, merci. Moi c'est Wendy. Alors en fait je suis plutôt littérature classique au départ, donc je lis plutôt les livres classiques français ou latin et grec, parce que je suis spécialisée dans les classiques. Et mon premier rapport à Sherlock Holmes, ça a commencé en fait dans mon enfance avec donc une petite série qui s'appelait Wiggins, écrite par Béatrice Nicodème. Et ça a été ma première approche du monde de Sherlock Holmes. Et aussi ma première approche des romans policiers que j'apprécie particulièrement aussi. Et du coup, moi c'est Ali. Alors, mon genre de littérature préféré, c'est plutôt urban fantasy. Et niveau relation avec Sherlock, je dirais intense. J'ai tendance à être assez attirée par toutes les adaptations. Et j'ai pas lu toutes les nouvelles encore, je m'en réserve quelques-unes. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et un genre de littérature que j'apprécie beaucoup également. Donc, on va commencer avec le livre d'aujourd'hui qui est Moriarty, écrit par Kim Newman. Alors, j'ai ici un résumé de l'œuvre écrit par Moran lui-même, puisque le point de vue narratif est celui du bras droit de Moriarty. Alors, ce livre raconte l'histoire de Sébastien Moran, le pourfendeur, 40 ans, charmeur de ces dames. Un homme hors du commun au dessein incroyable. Un chasseur d'élite qui ne recule même pas devant les tigres les plus féroces. Le directeur général du département des homicides du professeur. On le suit dans ses différentes aventures, dont il se sort toujours avec brio. Cette histoire, vraie et sans aucune exagération, raconte sa vie comme bras droit de Moriarty, génie du crime au coup de serpent. Voilà. Ça lui va tellement bien au coup de serpent. Oui. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce résumé, c'est qu'on voit tout de suite toute la modestie de Moran. C'est magnifique. Modestie, c'est quoi ce mot ? Enfin, moi, j'ai oublié la sens de ce mot après la lecture du livre. Hein. Je ne sais plus ce que ça veut dire, la modestie, tu vois. Ah là là, Moran. Ouais, non, c'est vrai que Moran est un personnage assez particulier. On a un peu de mal à s'identifier à lui. Il y a une certaine distance, je trouve, entre les personnages et le lecteur. Oui. Enfin, en même temps, on peut difficilement s'identifier à Moran parce qu'il est tellement fantastique et au-dessus de tout le monde que... On se sent comme des petits sous-fifres à côté, quoi. Enfin, vraiment, rien du tout, quoi. Il n'y a que Moriarty pour être au-dessus de lui. Enfin... Je parle au sens figuré, bien sûr. N'allons pas par là. Même si... Et du coup, au niveau de votre impression générale du livre, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Disons que c'est un livre qui m'a un peu déçue, parce que justement j'avais beaucoup d'attentes concernant le portrait de Moriarty. C'est quand même le titre du livre. Et du coup, c'est un personnage qui m'a toujours fascinée dans les romans de Sherlock Holmes, et là on le voyait finalement très peu, ou seulement à travers le prisme du regard de Moran. Et finalement, je suis restée un peu sur ma faim dans le portrait de Moriarty. Si vous voulez un livre sur Moriarty, ce n'est peut-être vers cette œuvre qu'il faut se tourner. Et surtout, ce qui m'a un peu ennuyée, c'est que c'est construit donc en nouvelle, donc à la manière des premiers écrits de Sherlock Holmes. Et en fait, toutes les nouvelles ne se valent pas forcément, et il y en a certaines qui m'ont plu, d'autres qui m'ont un peu plus ennuyée, et en fait ça peut être fastidieux à la longue, surtout si on les lit d'une traite, comme je l'ai fait en fait. Moi, contrairement à Wendy, j'ai beaucoup aimé en fait ce roman. Après, je suis assez fan de l'auteur déjà, donc Kim Newman, j'ai déjà lu d'autres romans de lui, dont Anno Dracula, qui est vraiment pas mal. Donc là, j'ai bien accroché, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un autre point de vue sur les histoires de Sherlock Holmes. Après, j'avoue que, comme le disait Wendy, toutes les nouvelles ne se valent pas.
Et bon, moi je l'ai pas lu en intégralité d'un coup. J'ai dû m'arrêter à certains moments parce que j'ai eu un problème avec ce livre, c'est que l'écriture est simple. Je me suis retrouvée assez accrochée par les histoires, mais j'avais l'impression de ne pas avancer dans ma lecture et c'était assez frustrant. Donc au final, j'ai fini par faire des pauses entre les nouvelles. Après, certaines nouvelles, j'ai beaucoup aimé et il y en a d'autres. Enfin, je pense qu'on abordera ce point plus en détail tout à l'heure, mais le fait que certaines nouvelles reprennent vraiment des nouvelles de Sherlock Holmes, bah, ça fait un peu bizarre et il y a un peu un ennui à la lecture de certains textes. C'est les moins bonnes façon. Ouais, c'est les moins bonnes aussi. Après, j'ai trouvé certaines nouvelles vraiment très amusantes, notamment la nouvelle de la planète rouge. Et je crois que c'est la préférée de tout le monde. Ouais. Mais j'ai surtout aimé en fait le livre à cause du point de vue de Moran, et c'était vraiment sympa comme point de vue. Et puis il a un caractère tellement égocentrique et vantard que c'est très drôle à lire de son point de vue. Et en même temps, on a envie de lui foutre des baffes, mais c'est très drôle. Voilà. Donc au final, il y a certains points qui m'ont assez ennuyée, mais je me suis bien marrée dans l'ensemble à cette lecture. Ma lecture a été un petit peu en demi-teinte. C'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié les histoires, mais comme Mimi, j'ai eu du mal à le terminer. J'avais l'impression que c'était vraiment sans fin. Et même si j'ai accroché avec le concept, j'ai accroché avec les histoires, je saurais pas expliquer pourquoi ça m'a donné cette impression comme ça de lecture interminable. Après, au niveau de l'histoire en elle-même, tout comme Wendy, j'ai été un petit peu déçue qu'on ne s'attarde pas plus sur le personnage de Moriarty, puisque j'étais également très intéressée par ce personnage, qui est généralement un de mes personnages préférés dans les différentes adaptations des nouvelles de Sherlock Holmes. Et Moran, il est généralement laissé de côté, donc j'imagine que c'est pour ça que Kim Newman s'est un petit peu focalisé sur lui, parce que ça permettait d'offrir un nouveau regard sur les œuvres de Sherlock. Mais du coup, le titre rend les choses un peu confuses, c'est-à-dire qu'on s'attend vraiment à découvrir Moriarty, et plus on lit, ça vient pas au fur et à mesure de notre lecture, c'est-à-dire qu'on attend Moriarty, et finalement c'est peut-être un peu pour ça en fait que j'ai eu cette impression interminable, parce que j'attendais l'arrivée de Moriarty en tant que personnage principal, peut-être inconsciemment, et comme il venait pas, j'avais l'impression que c'était une introduction tout le bouquin. Et je sais pas honnêtement, mais enfin j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Il y a beaucoup de personnages qui sont assez hauts en couleur, certains que j'aurais bien aimé voir développer un peu plus. Il y a par exemple ceux qui sont juste cités comme le Seigneur des Morts Étranges ou le Grand Vampire de Paris. Alors, ceux-là, en fait, justement, ils reviennent souvent dans les livres de Kim Newman, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est des références à d'autres auteurs, parce que Kim Newman aime bien faire des références à d'autres romans ou à d'autres personnages historiques ou fictifs. Et du coup, je pense que en fait, c'est juste des références à d'autres auteurs et qu'il les a pas vraiment utilisées. Eh bien, je vais me renseigner. Enfin, parce que je sais qu'ils apparaissent aussi dans Anno Dracula, justement, en tout cas le Seigneur des Morts Étranges. C'est un des personnages aussi. D'accord. Désolée, du coup, je parle de l'autre bouquin en même temps. Non, mais c'est intéressant du coup, parce que c'est vrai que je me posais la question. Oui. Enfin, on le voit, je crois qu'il fait référence à d'autres... à des personnages de Conan Doyle, mais aussi à d'autres personnages. Je les ai plus en tête, mais il me semble bien qu'il y a d'autres références à des romans policiers ou à d'autres choses comme ça. D'accord. Donc maintenant, on va pouvoir passer au personnage de Moran, qui est donc le personnage principal de ce roman, comme l'indique très justement le titre. C'est vrai. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un gros vantard. Et je pense qu'on peut même dire que c'est un euphémisme. C'est un sacré euphémisme. Je pense que le fait de dire que Moran est un vantard, c'est un euphémisme aussi gros que son ego. Ce qui est... comme c'est joliment dit. Voilà. Alors là, on joue avec toutes les tailles, là. C'est formidable. Non, on ne parlera pas de la taille de son arme, entre guillemets. Oui, dont il parle assez régulièrement, si je me souviens bien. Oui, voilà. Oui, c'est normal. Ouais.
Du coup, j'ai trouvé que c'était un personnage qui est assez intéressant parce qu'effectivement, il a cet ego qui est parfois un petit peu lourd à supporter, mais en même temps, ça lui donne un côté un peu comique, sans compter le fait que il fait pas mal de blagues ou alors de comparaisons qui sont tellement brutales et honnêtes que finalement, c'est assez marrant à lire. Il a aussi ce côté très violent. Donc c'est vraiment un personnage qui est assez tranché dans tous ses traits de caractère. Puis, Non ? Oui, si, il est... Oui, je suis plutôt Moi d'accord. aussi. Il est très très franc et puis c'est assez bizarre. Enfin, des fois, ça m'était limite mal à l'aise parce que... Enfin, c'est pour s'adapter à l'époque, mais du coup, parfois, il a des remarques très très misogynes et... ou des remarques très racistes. Enfin, il aime personne, mais parfois c'est assez dur vis-à-vis de certaines personnes, hein, les indigènes indiens par exemple. Mais en même temps, il fait part parfois de remarques qui sont très ouvertes d'esprit et très en avance sur son temps. Du coup, c'est assez contradictoire et assez intéressant en même temps. Enfin, c'est bizarre. Bah en fait, il me fait penser à une phrase de Gaspard Proust dans son spectacle où il dit, en fait, Gaspard Proust se défend d'être raciste. Il dit, j'aime personne, je vois pas pourquoi je ferais une exception pour certaines, pour d'autres personnes en fait. Et je trouve que ça correspond bien à la façon de penser de Moran en fait. C'est, je n'aime que moi. Ah, carrément. Je n'aime que moi et tous les autres sont nuls de toute façon. Personne, tout le monde en prend pour son grade en fait. Et d'ailleurs, Moriarty est également dans le lot, parce que même si c'est son bras droit et qui va être de son côté pendant toute l'histoire, qu'il l'admire dans un sens, il ne se gêne pas non plus pour le critiquer. Et c'est une personne qu'il admire et qu'il craint, mais pas une personne qu'il apprécie. En même temps, c'est difficile d'apprécier Moriarty. Hein. On sait peu de choses sur lui. On a surtout le point de vue de Moran, mais vu ce qu'on en voit... c'est vraiment difficile de l'apprécier, quoi, parce que même ses alliés, c'est pas forcément un synonyme de survie ou de bonne camaraderie de fréquenter Moriarty. Et pourtant, l'équipe de Moriarty a l'air de bien s'entendre, mais quand Moriarty est pas là, oui, voilà. Voilà. Ils font des... Mais voilà, Moran... Enfin, si, il y a une femme qu'il aime bien, enfin, qu'il a l'air de bien aimer, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui. Oui. Ouais, mais ouais. Alors peut-être qu'il fait exception pour elle, mais encore... Il y a plusieurs filles qu'il a l'air de bien aimer, mais c'est vrai qu'elle, il a l'air de... Disons, de la respecter un peu plus. Et il a l'air surtout d'apprécier ses talents de tueuse et enfin ses capacités au combat et son intelligence. Moran aurait-il un cœur ? Ah, je pense que c'est surtout qu'à la fin du roman, enfin de la série de nouvelles plutôt, il vieillit et peut-être qu'il s'adoucit avec le temps. Enfin, il a l'air de le remarquer lui-même. Bah en fait, c'est ça, c'est un peu la bête sauvage qui aurait besoin d'être apprivoisée un petit peu. Je sais pas comment dire, mais... Et peut-être qu'il reconnaît dans cette femme l'autre bête sauvage avec qui il pourrait s'installer. Ouais, je sais pas, il y a peut-être un petit côté nostalgique aussi, parce qu'elle lui rappelle cette tigresse qu'il a tuée dans sa jeunesse. La minette de Cali. Voilà. C'est exactement ça, on a trouvé. Ça m'énervait ça d'ailleurs, la minette de Cali. En fait, c'est un tigre qui l'abat au tout début du roman. Et en fait, comme ça a été une chasse difficile, il s'en sert un peu comme point de référence tout au long du roman et il en parle en permanence. Et au bout d'un moment, la minette de Cali... Mais il aime bien comparer cette fille, et puis Irène Adler aussi, je crois qu'il la compare à la minette de Cali à un moment. Mais ça force à se demander si c'est vraiment un tigre en fait. Je me suis posé la question. Je me suis sincèrement posé la question. Je sais pas. C'est vrai ? Le truc, c'est que c'est assez bizarre parce que, enfin, ouais, c'est un tigre. Enfin, la façon dont il parle de cette chasse, on comprend que c'est un tigre. Mais en même temps, il a tendance à comparer cette tigresse à toutes les filles qu'il a rencontrées et qui lui ont posé des problèmes. Alors, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que je me suis posé la question, parce que la manière dont il parle de cette chasse, ouais, il y a un truc qui colle pas dans un sens. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est simplement. Oui, c'est un peu mytho. Non, mais peut-être qu'il est fasciné par cette tigresse qui
qui a finalement presque failli le tuer. Le tuer. Alors c'est pas un spoiler hein, puisque c'est vraiment dans les premiers paragraphes. Et il est tellement fasciné par cette tigresse qu'il en fait un personnage presque un petit peu surnaturel et il l'humanise un petit peu. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté un petit peu bizarre dans sa manière d'en parler. J'ai l'impression qu'en fait il a du respect pour elle parce que il a l'air de respecter les adversaires qu'il considère à sa pointure. Et comme le fait que c'est le seul fauve qui a réussi presque à le tuer, il s'en est sorti de justesse et du coup en fait il la met un peu au-dessus de tout. Et elle est pratiquement plus dangereuse que les 3/4 des adversaires humains qu'il rencontre. Et du coup, j'ai l'impression que quand il compare certaines femmes à la Minette de Cali, c'est une sorte de compliment pour lui. Et en même temps, la tournure est assez ridicule. Oui, peut-être c'est la traduction française, je sais pas ce que ça donne en anglais, mais c'est vrai qu'en français, ça fait un peu... Sheba, quoi. Je sais pas trop. Mais... Ouais, c'est minou. Bon, en même temps, c'est Cali aussi, donc... T'imagines le chant Gora, quoi. Enfin, ouais. Mais ce qu'on voit aussi à travers cet amour pour la chasse et cette espèce de... Enfin, Moriarty le perd sa jour assez rapidement et je suis assez d'accord avec ça, c'est que c'est un drogué à l'adrénaline, en fait. On voit que tout ce qu'il fait, c'est juste pour l'adrénaline. J'ai trouvé ça assez intéressant comme personnage de ce point de vue. Ouais, ça, c'est un chasseur qu'on lance dans la ville de Londres, en fait, sans l'avoir prévenu qu'il y a des règles de politesse et de civilisation à suivre. Oui, c'est vrai. Et il y a toujours ces réflexes de chasse, même dans les milieux mondains. C'est un personnage assez atypique. J'ai l'impression qu'il n'a jamais eu ces rites de politesse, parce qu'il vient d'une famille assez riche, quand même, d'après ce que j'ai compris au début, mais... Ouais, je pense qu'on peut dire qu'il a presque un côté un peu sociopathe. Donc, je pense que même s'il avait eu ses rites de politesse, il en a un peu rien à faire. Dès qu'il a pu s'en affranchir en rentrant dans l'armée et en allant chasser, finalement, il les a complètement oubliés et il a absolument pas l'intention de revenir sur ses bases mondaines qu'il a pu avoir s'il les a eues. Bon, par contre, sociopathe, oui, un peu, mais quand même moins que Moriarty, parce que de ce qu'on voit... Oui. Mais d'ailleurs, Moran lui-même a l'air de trouver que Moriarty va trop loin parfois. Genre, je fais des crimes juste pour m'amuser, il y a plein de gens qui sont morts, mais c'est pas grave, c'était bien rigolo. Ça m'a fait un défi intellectuel, youhou. Mais c'est vrai qu'ils ont une relation intéressante tous les deux, parce que on les voit pas interagir souvent, mais pourtant l'intégralité du roman, finalement, ça repose sur leurs interactions et leurs relations, puisque à chaque fois qu'il agit, qu'il fait quelque chose, c'est sur ordre de Moriarty, donc même si on les voit pas interagir souvent, finalement la relation est présente dans tout le roman. Puis c'est une relation qui évolue en fait. Au début il y a une certaine défiance, après il y a comme de l'admiration pour Moran et il est ébahi par l'intelligence et la ruse de Moriarty. Puis au fur et à mesure, sans trop en dévoiler, on a l'impression qu'il commence à se méfier et à trouver que Moriarty parfois va trop loin. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un peu le pendant de Sherlock Holmes et Watson. Et je trouvais que ce qui était intéressant avec Moran, c'est que il est moins aveugle que Watson vis-à-vis de Sherlock. Parce que Watson, il idéalise Sherlock et c'est son idole et il est tellement brillant et tout, mais parfois, faut dire stop, quoi. Moran arrive un peu mieux à mettre la distance. Et d'ailleurs, vous avez vu quel point commun entre Moran et Watson? Bah moi, j'ai surtout vu une opposition complète au point où c'était presque comme si l'auteur avait fait une liste des qualités et des défauts de Watson et que il avait choisi tout l'inverse pour Moran. Parce que je me suis demandé si ce goût d'adrénaline, c'était pas aussi justement mettre à son paroxysme un des aspects de Watson en fait. Parce que je me fonde plus sur la BBC, la version de la BBC où justement on insiste sur le fait que Watson a besoin de sensations fortes. Je me suis dit, est-ce que c'est pas justement une façon d'exacerber ce que le personnage de Conan Doyle avait comme peut-être défaut ou comme motivation dans les aventures? Oui. Du coup, on va conclure cette partie sur le personnage de Moran par un petit portrait chinois. Alors, quel est son principal trait de caractère? La vantardise. Je dirais l'arrogance aussi. La confiance en soi. C'est tellement positif comme point de vue, Andy.
La qualité que je préfère chez un homme. Mort. J'allais dire son argent, mais ça passe par le fait qu'il soit mort en général. Oui, bah oui. Ah, vous me laissez rien du tout là. Hein. Un homme mort est fortuné. Voilà, exactement. La qualité que je préfère chez une femme. Sa capacité à écarter les jambes. J'ai bien peur que ce soit... Ouais, mais il aime beaucoup les femmes fortes aussi. Oui, mais surtout quand elles écartent les jambes. Enfin, après tout... Enfin, je veux dire, Irène Adler, il l'admire, mais en même temps, elle est obligée de lui rappeler pratiquement à chaque fois qu'ils se croisent que ses yeux sont plus hauts. Donc... Certes. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Quels amis? Oui, c'est ça. C'est une bonne question. Absent. Déjà, non, c'est très dur d'imaginer Moran avec des amis, alors... Je dirais leur connexion, sinon. Oui. La personne dont il est le plus proche, en fait, c'est Moriarty, et puis toute la bande de voleurs et les prostituées chez qui il loge, quoi, c'est tout. Mm-hmm. Mon principal défaut. Défaut? Moi, je dirais son ego surdimensionné. Moi, je dirais sa confiance en lui. Ouais, mais c'est aussi une qualité, alors. Ouais, mais il en a trop. Enfin, tu vois, il a tellement confiance en ses compétences que ça peut devenir problématique. Oui, effectivement. Surtout dans la narration. Son occupation principale... préférée, pardon. Son occupation préférée. La chasse. Je crois que c'est unanime. Son rêve de bonheur. Pouvoir chasser le plus grand prédateur. Je dirais une réincarnation de la minette de Cali. En plaindre. Oh. Quel serait son plus grand malheur? Perdre son fusil. Lequel? Les deux. Son fusil Moi, d'épaule. je dirais se retrouver vieux, mais vraiment très vieux et impotent, et ne plus pouvoir rien faire. Surtout pas chasser, ou tuer, ou draguer, enfin, toutes ces choses qu'il aime faire. Je pense que déjà, il s'imaginait pas vivre vieux. Ouais. Ça se ressent déjà dans la façon, rien qu'au début quand il parle justement de sa rencontre avec la minette de Cali et les quelques rares moments où il a failli y passer, on a l'impression enfin pas qu'il est surpris, mais qu'il est vraiment très excité par le fait d'avoir failli mourir. C'est pas qu'il est déçu d'avoir survécu, mais qu'au final il s'y attendait pas trop et que il serait mort, ça lui aurait semblé normal, quoi. Et une belle façon de mourir. C'est ça qu'il recherche dans la chasse, c'est la confrontation à la mort, en fait. Mais c'est lié à ce besoin de sensations fortes, en fait. C'est d'aller s'approcher le plus possible de la mort pour expérimenter encore plus la vie, ou un truc dans ce genre-là. Et je pense que c'est en partie pour ça que Moriarty l'a recruté, parce que franchement, il lui donne des missions, mais parfois c'est des missions suicides, quoi. Et Moriarty en a conscience, et je pense que Moran en a conscience en partie. Il le sait, il se plaint que Moriarty l'envoie au casse-pipe, mais il y va quand même. Et je pense qu'en fait, il aime ça. Oui, non, c'est ça, c'est sûr. Dans la chasse, ce que je pensais aussi, c'est que le fait qu'ils s'attendent, dans un sens, à mourir, c'est aussi une marque de respect pour la personne, enfin l'animal qu'ils chassent. Ils considèrent ses proies, finalement, presque comme ses égaux, puisqu'ils considèrent qu'ils sont suffisamment doués pour l'emmener avec lui, quoi, ou en tout cas le tuer pendant la chasse. Ouais, mais ça se voit, enfin par exemple la minette de Cali, il a plus de respect pour elle que pour les 3/4 des humains qu'il fréquente. Du coup, on a l'impression qu'il respecte seulement les adversaires qu'il estime à sa hauteur. Ce que je voudrais être. Lui-même. Je pense qu'il est... Ouais, il est bien où il est, hein. Le pays où je désirerais vivre. L'Inde. Ouais, je pense aussi. La jungle. L'Angleterre, c'est... Enfin, il s'y plaît, et en même temps, il a l'air de... Il y a des trucs qui lui déplacent. J'ai l'impression que c'est pas assez sauvage à son goût. Il s'y ennuie un petit peu, en fait. C'est trop routinier. Il est trop policé. Alors, l'oiseau qu'il préfère. Celui qui a tiré. C'est tout. Celui qui est tombé, là. Ah, quelle magnifique image. C'était beau, ça. Mes auteurs favoris en prose. Lui-même. Ah, il en a plusieurs. Puisque par moments, il cite des auteurs.
pratiquement que des auteurs de romans porno ou de trucs comme ça. Mais à un moment, il cite un autre, je sais plus si c'est un auteur philosophique ou quoi, et puis après il fait Oui, une à un moment, il remarque, cite Nietzsche. bah oui, Moran ne dit pas que du porno. J'ai trouvé ça hilarant, Nietzsche, voilà. Oui, il cite Nietzsche, mais d'ailleurs il le traite de cheveux ou je sais pas quoi. Je suis pas sûre qu'il l'aime bien en fait, mais Bah, en même temps, il est allemand, donc vu qu'il fait des remarques plus ou moins racistes sur toutes les populations, c'est limite, ça fait partie de ses tics de langage, quoi. J'aurais parlé comment dire, de lui-même Oui, avec son œuvre favorite, Mes 9 nuits dans un harem. oui, je pense que c'est ça le meilleur ouvrage quoi. Mais il y a les 9 nuits dans un harem, et puis il y a aussi son magnifique livre sur les fusils, qui apparemment est très passionnant d'après les critiques, mais qu'il juge indispensable à tout lecteur. C'est surtout sur l'entretien du fusil, c'est le chapitre le plus long. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas un autre type de porno, hein? Ça, je crois qu'il faudrait demander à l'auteur d'écrire la suite, enfin d'écrire les autres livres écrits par Moran, donc. J'aurais peur que ça soit un peu indigeste, le livre sur le fusil. Ouais. Bah, Mes 9 nuits dans un harem, sans doute un peu aussi, hein. Ouais, il y a un peu trop de vantardise à mon avis, quoi. Le fait que ça soit dans la chasse ou dans ses ébats, il parle toujours de lui. C'est un peu ennuyeux. On a un peu l'impression qu'au final, il serait tout seul, ce serait pareil. Donc... Mes héros favoris dans la fiction. Lui-même. Mais non, mais il n'est pas fictif, enfin. Quelle insulte. Il y a pas plus réel que Moran, enfin. Non, mais quand il parle de lui, en fait, c'est romans autobiographiques, quoi. J'aurais bien tendance à dire qu'il serait sans doute très intéressé par Hercule. Peut-être. Avec l'histoire du... C'est quoi, c'est le lion de Némée? Oui, le lion de Némée. Ouais. Effectivement, ça lui correspond bien, ouais. Alors, mes héroïnes favorites dans la fiction. Je suis pas sûre qu'ils puissent considérer une femme comme une héroïne. Ou peut-être Artemis, mais... Je sais pas, ça dépend des bouquins. Peut-être. Ouais. Et je pense que Artemis, ça lui déplairait parce que c'est la déesse vierge, donc il t'apprécie. Non, plutôt Aphrodite. Ouais. Ah, peut-être Aphrodite. Ouais. Aphrodite, il la trouverait trop niche, je pense. C'est héros dans la vie réelle. Lui-même. Voilà, c'est tout. à fait. Je pense que là aussi on est d'accord. En fait, je crois qu'on pourrait toujours répondre lui-même. Même pour mes héroïnes favorites dans la fiction, lui-même. Tu vois, je crois qu'on peut continuer comme ça longtemps, en fait. La seule et unique personne qui l'admire, c'est lui. Et puis Moriarty un peu de temps en temps, parce que il est doué quand il essaye pas de le tuer. Parce que c'est un prolongement de lui-même, en fait. Et encore, même pas, parce que quand il essaye de le tuer, il a l'air de trouver ça excitant, donc... Oui. Kinky. Mais il essaye de se tuer aussi, hein. Pardon. Ce que je déteste par-dessus tout. Les autres. L'ennui. L'enfer, c'est les autres. Exactement. Personnage historique que je méprise le plus? Peut-être Gandhi. Mais je pense pas que c'est légèrement anachronique pour le... Légèrement. Légèrement. Je pense que si ça avait été la même époque, il l'aurait détesté, mais à un point pas possible. Bah, surtout la non-violence, quoi. Enfin, quel concept débile. Oui, la non-violence, et puis le fait que c'est un Indien et tout, et qu'il est tout maigrichon. Puis il chasse même pas. Et végétarien. L'horreur. Si on part du principe que Moran est réel, personnage historique, bon c'est pas vraiment historique, mais j'imagine qu'on pourrait parler de Sherlock. Oui. Mais je pense que celui qui méprise le plus Sherlock, c'est Moriarty. Mais avec une tendance bizarre, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Le fait militaire que j'estime le plus. Les siens. Oui, des siens, tous. Pour changer. Voilà. Le don de la nature qu'il aimerait avoir. Avoir un fusil au bout du bras. Je sais pas si c'est très naturel tout ça, mais... Ça fait un peu Fullmetal Alchemist, là, c'est des armes. Ouais, puis ça fait pas très bio tout ça. Comment aimerait-il mourir? En chassant. Oui. L'arme à la main. C'est ça. Au combat contre la créature la plus féroce du monde entier. En la tuant, mais en mourant en même temps. Voilà. Oui, je pense que ce serait plus ça, ouais. La tuant d'abord et puis mourir après. En fait, ils tomberaient tous les deux dans une chute.
Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose aussi, mais quoi? Je sais pas trop, mais je sais pas, c'est une inspiration, ça m'est venu comme ça, Quel talent. Faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Aucune. Mais déjà, faudrait que tu saches faire preuve d'indulgence, ce qui n'est pas gagné. Ouais, c'est vrai. Alors, sa devise. Un truc avec la chasse. Et quoi? Mourir au combat, c'est bien. Un truc de ce genre. Je serais peut-être partie sur tire d'abord. Réfléchis après. Ouais, désolée, ça venait en anglais là. Tire d'abord, réfléchis après. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et encore réfléchir. On va passer à la construction en miroir avec les parallèles entre les aventures de Sherlock et celles de Moriarty. Juste avant, il y a juste une petite chose que j'ai bien appréciée, c'est le fait qu'on introduise Moriarty non pas en racontant quel type de personnage il est ou ce qu'il fait, mais par l'effet qu'il a sur les gens. Je sais pas si vous vous souvenez cette première scène où en fait Moran et un de ses amis sont en train de discuter et cet ami lui raconte qu'il travaille pour Moriarty. Et en fait, plutôt que de lui expliquer un petit peu quel est ce personnage, il montre la carte de visite de Moriarty au serveur. Et le serveur panique complètement et il leur offre le repas. Et c'est cette manière en fait dont Moriarty est introduit. J'avais trouvé ça assez intéressant comme manière d'introduire un personnage. Ouais. Oui, c'est ça, c'est comme s'il exerçait une présence même en son absence en fait. Et c'est un peu distillé comme ça aussi tout au long du livre. Il est plus absent que présent, mais il est présent quand même. Enfin, c'est un peu la construction aussi, oui. C'est un peu en opposé avec Sherlock qui au contraire est omniprésent dans ses aventures, ce qui est logique. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant comme opposition. D'ailleurs, en fait, maintenant que tu dis ça, ça me fait penser à... En fait, c'est une construction en miroir inversé de ce point de vue-là, parce qu'avec les aventures de Sherlock Holmes, c'est soi-disant rédigé par Watson. Enfin non, c'est Conan Doyle qui écrit, mais c'est Watson qui est l'auteur dans les nouvelles. Spoiler. et en fait, ce qui est amusant, c'est que donc Watson est l'auteur, mais il parle que de Sherlock Holmes. Et lui, il se met toujours en retrait, et quand il parle de lui, c'est juste pour dire à quel point il est époustouflé et en admiration devant Sherlock Holmes. Mais là, en fait, dans ce livre, c'est Moran qui écrit un livre sur Moriarty, et le livre s'appelle Moriarty, mais ça parle presque pas de Moriarty, et en fait, Moran, qui est censé parler de ses aventures avec Moriarty, passe son temps à parler de lui-même. Donc en fait, on a l'effet inverse, et je trouve ça assez amusant, je viens juste de le remarquer. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le fait que Sherlock, c'est un homme de terrain. Et quand il résout une enquête, il va sur place, il s'implique, il a toute une communauté qui l'épaule dans ses enquêtes. Moriarty, c'est plus quelqu'un qui va rester dans l'ombre, qui va faire ses plans. Enfin, il agit de temps en temps, mais que si l'affaire vraiment le passionne. Mais sinon, il va rester en retrait, il va rester dans son bureau à faire ses petites expériences. Voilà. Après, c'est du point de vue de Sherlock Holmes, c'est un peu la même chose parce que on a vraiment les deux mêmes pans, mais à l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a Sherlock Holmes avec Watson qui écrit ses histoires, et puis il a toute sa bande de gamins des rues qui travaillent pour lui, et puis d'autres gens. De l'autre côté, dans le camp criminel, il y a Moriarty qui est le génie du mal, et puis il y a Moran qui écrit ses histoires et qui lui sert de bras droit, et après il y a toute une communauté qui gravite autour d'eux, de voleurs, tueurs, pickpockets, cambrioleurs, prostituées et tout. Et en fait, c'est vraiment les deux mondes opposés, mais exactement pareil. Donc en fait, surtout, j'étais en train de faire une réflexion comme quoi le nom de Moran, ça commence par un M et c'est un W inversé, mais voilà, c'est pas forcément très... Je suis pas sûre que Conan Doyle ait pensé à ça, mais c'est intéressant. Disons que pour l'effet miroir, ça peut, après tout. Voilà. Mais c'était ma pierre pas constructive du tout. Mais après, la construction au miroir se voit surtout dans le titre des nouvelles, en fait, puisqu'on l'a remarqué. Oui. En fait, chaque nouvelle du roman de Kim Newman reprend un titre des nouvelles de Conan Doyle, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un volume en vermillon, la première histoire, c'est une étude en rouge,
Et en fait, on remarque que notamment la rencontre entre Moran et Moriarty, c'est exactement le même type de rencontre et pratiquement la même discussion entre Watson et Sherlock Holmes. Ouais, et même la manière dont ils se rencontrent, enfin, ils sont introduits l'un à l'autre par un ami qu'ils avaient avant de quitter l'Angleterre pour partir en guerre. Et c'est à leur retour où ils le rencontrent par hasard et où cette personne va les introduire à ce personnage du coup qui va changer un petit peu leur vie. Donc la rencontre est très très similaire, mais en même temps, on se rend compte dès le début que la relation va être différente et que Moriarty n'est pas Sherlock. Il y a ce moment où en fait Moriarty devine que Moran est allé en Afghanistan, mais contrairement à Sherlock qui a deviné que Watson s'y était rendu, Moriarty lui a fait des recherches. Et ça montre une opposition directe avec les méthodes de Sherlock. Et justement, il raconte, en lançant une pique à Sherlock, même si on ne sait pas trop si à l'époque il le connaît, il dit « Je ne suis pas capable de renifler de la cendre de cigare et de vous donner ensuite la longueur d'entrejambe de celui qui le fumait. » Mais de toute façon, Moriarty, il est en opposition totale avec Sherlock. Il veut rien avoir à faire avec lui, quoi. Mais en fait, c'est assez marrant parce que au début, il s'oppose complètement à Sherlock. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, on a l'impression qu'il prend toutes les caractéristiques de Sherlock Holmes, que ça soit ses goûts ou ses méthodes de travail, et qu'il fait soit complètement l'inverse en tentant totalement de les ridiculiser, soit il les reprend et il essaye de faire pareil, mais mieux. Et en fait, c'est jamais vraiment dit que il a conscience qu'il y a un détective qui enquête sur lui, mais on a l'impression qu'au final, il est toujours en combat avec Sherlock Holmes, mais sans vouloir l'admettre, en fait. Je trouve que la construction en miroir, elle se ressent encore plus dans Désordre à Belgravia, qui est le pendant de Un scandale en Bohème, où on rencontre Irene Adler. Et en fait, la construction du chapitre est complètement identique à la construction de la nouvelle Un scandale en Bohème. Le premier paragraphe, en fait, c'est exactement la même chose que dans les deux romans. Sauf que d'un point de... les réactions face au personnage d'Irene Adler sont différentes, mais la construction du chapitre est identique. Et du coup, c'est assez intéressant de voir cette opposition directe, parce que l'histoire n'est pas la même, c'est juste la composition de la nouvelle qui est à l'identique. C'est ça, on a des paragraphes en fait qui sont réécrits mais avec un vocabulaire différent en fait. C'est un paragraphe de la nouvelle de Conan Doyle. Donc c'est intéressant en fait en termes de réécriture. Parce que notre cher Kim Newman, est vraiment, c'est ça, dans cet aspect réécriture et même clin d'œil très poussé au lecteur. Vous avez reconnu cette fameuse phrase, mais vous avez vu, j'ai changé le vocabulaire, mais c'est exactement la même phrase, hein, clin d'œil. Ouais. Mais des fois c'est un peu lourd, je trouve. Mais dans la nouvelle que tu citais, Ali, c'est peut-être là où c'est le mieux fait, où c'est le moins lourd, le plus... le plus accessible, on va dire. En fait, moi j'ai trouvé que cette nouvelle était vraiment agréable à lire et que cette reprise en fait du récit de Conan Doyle était moins lourde que celle dans la nouvelle Le chien d'Uberville qui reprend en fait le chien des Baskerville, et là en fait ça reprend tellement que c'est même pas la construction, en fait c'est carrément la même histoire, c'est pas les mêmes personnages, mais les personnages reprennent les caractéristiques des personnages de la nouvelle de Conan Doyle. Et c'est au point où, en fait, avant même d'arriver à la fin de la nouvelle, je savais comment ça allait se finir. Bon, à peu près, parce que finalement, il y a une petite surprise quand même sur la fin. Mais en fait, je connaissais l'intrigue par cœur avant même d'arriver au milieu de l'histoire. Et c'était au point où j'avais envie de filer des baffes à Moran, parce que c'était évident qu'il se faisait manipuler comme un bleu et il voyait rien, ce couillon, et c'était très agaçant. Et là, c'était vraiment lourd parce qu'en plus, Le chien des Baskerville est un des romans les plus longs. Oui, puisque lui, c'est un roman, pas une nouvelle. Et du coup, Le chien des d'Uberville est un des chapitres le plus long du livre. Et comme c'était vraiment une reprise des chiens de Baskerville, c'était ennuyeux à force et j'avais juste envie d'arriver à la fin. Je confirme.
Ça, je confirme, ça a été le passage le plus fastidieux. Je crois même que à la fin, je disais, bon, je crois que je vais tourner les pages, je m'en fous. Mais enfin, j'ai fini par le lire quand même et à m'intéresser un petit peu à l'histoire. Mais franchement, ça a été un des pires chapitres. Enfin, un de mes pires souvenirs de lecture. Ouais, je l'ai pas accroché non plus. Heureusement qu'il y a eu un petit twist à la fin que j'ai bien aimé, mais sinon... Puis Moran est stupide dans cette histoire, mais alors à un point... Comment oses-tu ? Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, je veux dire... Comment oses-tu me remettre en cause sa seigneurie ? Non, mais... Tu es virée du fan club. Oui. Je suis virée du fan club de Moran. Zut. Tu ne seras donc pas une minette. Oh oui, on peut s'appeler les minettes. Comme c'est moi qui l'idée, je suis minette numéro 1. D'accord, je suis minette numéro 2 alors. Oh, minette numéro 3, presque virée du club. Non, tu n'es plus ex-minette numéro 3. Bref. Et sinon, ce que j'avais trouvé intéressant aussi, dans l'opposition entre le duo Watson-Sherlock et Moran Moriarty, c'est que Watson commence à écrire parce qu'il est extrêmement fier de Sherlock et de ce qu'il accomplit. Alors que Moran, c'est complètement l'opposé. Dans la première enquête, Moriarty l'envoie plus ou moins au casse-pipe en guise de test finalement. Et il commence à écrire à cause justement du fait que Moriarty est traité comme ça, il est envoyé presque dans une mission, dans une mission compliquée. Et j'avais trouvé intéressant aussi de voir que ce qui a poussé les deux à écrire est aussi complètement à l'opposé. Moran n'écrit pas parce qu'il est fasciné par Moriarty. Ah oui, donc tu dis qu'en fait Watson est écrit sous l'impulsion d'un sentiment positif, alors que Moran c'est plutôt un sentiment négatif, c'est ça ? Merci de résumer ma pensée clairement. C'est exactement ça. Oui, effectivement, ça correspond toujours à cette structure miroir qu'on soulignait. Tout à fait. Oui. Et sinon, concernant en fait le statut du livre que nous avons eu entre les mains et que nous avons lu de façon très assidue, ce qui m'a posé problème en fait en lisant ce livre, c'est quel est le statut du livre que je suis en train de lire. Est-ce que j'ai affaire à une fanfiction qui a été imprimée dans une maison d'édition reconnue et qui a été écrite par un auteur qui a un petit peu de notoriété, ou est-ce que c'est vraiment une réécriture à prendre en compte sur le point de vue littéraire, c'est-à-dire une réécriture qui a son originalité et qui a aussi sa qualité littéraire. Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de réservé aux fans, qui est écrit pour le simple plaisir d'entrer dans l'univers de Sherlock Holmes ? Ou est-ce que j'ai ici sous les mains le livre d'un écrivain qui a simplement repris en fait l'univers de Conan Doyle pour le mettre à sa sauce ? Et c'est une question que je me suis vraiment posée parce que je me suis dit, est-ce que c'est le genre de texte que je pourrais lire sur internet gratuitement en allant sur AO3 ou sur fanfiction.net ? Je pencherais plutôt pour une fanfiction parce que j'ai pas eu une très bonne expérience de lecture en lisant ce livre. Sacrilège! Alors voilà, je suis pas très fan des fanfictions. En général, je suis votre ennemi numéro 1. Mais non, il y a des très bonnes fictions sur internet, mais elles sont pas toujours forcément publiables ou exploitables du point de vue littéraire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Oui, t'inquiète. Ah, c'est ton côté lettre classique qui ressort là, attention. Oui, voilà, c'est mon côté snob et élitiste. Non. Voilà. Mon côté, je ne lis que Corneille et je le comprends parfaitement. Non, en fait, voilà, est-ce que j'ai vraiment affaire à la démarche d'un écrivain ou simplement la démarche d'un fan ? Voilà, en essayant d'être moins négatif. Alors moi, sincèrement, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à la démarche d'un fan que d'un écrivain, parce que mon expérience de lecture n'a pas été super. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, moi j'ai une vision tout à fait différente de la fanfiction, puisque j'en ai qui sont extrêmement bien rédigées, extrêmement bien pensées, avec un scénario très bien ficelé, que j'aurais parfaitement pu voir en tant que roman. Du coup, dans mon esprit, j'ai un peu de mal à faire une différence claire et nette entre réécriture et fanfiction. Par exemple, pour moi, une fanfiction peut être une réécriture, mais ça ne change pas la qualité en fait du texte final. Donc, j'aurais tendance à dire, à la limite, si on part sur le fait qu'une fanfiction, c'est parce qu'il y a une certaine admiration pour l'œuvre originale et la volonté de compléter cette œuvre ou d'explorer finalement des personnages d'une œuvre. Dans ce cas, je partirais plus vers la fanfiction parce que finalement, c'est une étude de caractère. C'est ça. Le but vraiment de cette histoire, c'est d'étudier le personnage de Moriarty
et de Moran, et c'est un hommage à l'œuvre de Conan Doyle, puisqu'on a cette construction en miroir avec énormément de clins d'œil à l'œuvre originelle. Pour moi, c'est pas vraiment une réécriture dans le sens où bon, après c'est vrai que je connais pas forcément très bien la définition de ce que ça implique une réécriture, mais c'est pas les mêmes histoires. Bah en fait, une réécriture, plus précisément, si vous voulez, je vous donne un exemple. Virgile a écrit l'Énéide dans l'Antiquité, c'était une célébration de l'Empire d'Auguste. Enfin, en gros, je vous résume. Et en fait, c'est une histoire qui a été réécrite au Moyen-Âge, donc par un auteur qui est inconnu. Et en fait, cette fois-ci, il l'a réécrite, mais dans la perspective des romans de chevalerie. Et donc, il a ancré dans son époque pour que ça parle plus à ses contemporains, mais aussi pour présenter sa vision de Virgile. Donc, en fait, il s'affirmait aussi dans une réécriture affirmée, c'est-à-dire que c'était son point de vue qui primait, quitte à changer des passages, changer des noms, ou même changer des anecdotes, ou rajouter des épisodes aussi. Et par exemple, on a plein de passages où tous les Troyens sont décrits comme des chevaliers du Moyen-Âge. Donc en fait, c'est plutôt ça une réécriture, c'est qu'on peut aussi avoir un point de vue plus affirmé de l'auteur. Une originalité par rapport à l'œuvre originelle. C'est ça l'intertextualité, c'est quand même on reprend des mythes et on les adapte à notre époque. On prend le mythe d'Orphée et on l'adapte aux années 60 par exemple. Enfin des choses comme ça. C'est ça la réécriture. La réécriture c'est aussi une réinterprétation. Et en fait, est-ce que vraiment on a ça dans l'œuvre de Kim Newman ? Ou est-ce qu'il nous livre un point de vue original ? Est-ce qu'il a essayé de le moderniser aussi ? Parce que ça fait quand même... Depuis le 19e siècle, on a eu plusieurs versions de Sherlock Holmes qui ont influencé aussi notre vision de Sherlock Holmes et notre vision de Moriarty. Ou est-ce que vraiment il a essayé d'être fidèle à Conan Doyle ? Et la construction en miroir, qu'on a bien analysée, me pousse plutôt à pencher vers l'hypothèse de la fanfiction. Après, le souci, c'est que, en tout cas de mon point de vue, la frontière entre réécriture et fanfiction est très très mince. Et là où ça me pose problème, c'est que certains textes qui, par exemple, vont être étudiés d'un point de vue vraiment très scolaire ou universitaire, vont être vus comme des réécritures. Et après, d'autres textes vont être considérés comme des fanfictions et de la sous-littérature ou même pas de la littérature, parce que c'est juste fait par des fans. Mais après, certains textes peuvent être, qui sont considérés comme des classiques, peuvent être considérés comme des fanfictions pour moi. Sherlock Holmes a eu beaucoup d'adaptations, et même à l'époque de Conan Doyle, il y avait des gens qui écrivaient déjà sur Sherlock Holmes. Il y a eu une version de Sherlock Holmes dans Arsène Lupin, avec Sherlock Holmes, puisqu'il a dû changer le nom parce que Conan Doyle n'était pas très content. Mais le truc, c'est que pour moi, ça, par exemple, c'est clairement une fanfiction. Enfin, la frontière est assez floue. Et du coup, là, ce qui fait que... c'est assez flou aussi avec le livre de Kim Newman. Et je ne serais pas aussi sectaire sur les termes réécriture, fanfiction. En fait, pour moi, c'est un peu mélangé. Non, c'est ça. Surtout ça, c'est parce que je suis bien consciente que maintenant avec internet cette frontière elle devient de plus en plus mince et bon on a eu l'exemple de 50 nuances degrés qui a été publié aussi. Bon voilà, pour le pire ou pour le meilleur, on saura jamais. Mais non, on va rien dire. Bon, on va rien dire. Mais disons que voilà, la frontière est très mince et moi ce qui m'a impressionné c'est de voir ça en version papier, version imprimée avec très belle édition. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui nous écoutent, regardez la couverture, elle est magnifique. Et voilà, disons qu'on a quand même offert, c'est quand même une impression de livre de qualité pour un texte qui vaudrait peut-être même les meilleures fanfictions que tu as lues, Ali, en fait. Donc du coup... j'ai lu des meilleures fanfictions, mais oui. ça reste de la bonne qualité. Oui, c'est très bien. Mais en fait, je pense que cette question se pose plus depuis l'arrivée justement des fanfictions. Et moi, la distinction que je fais entre réécriture et fanfiction, c'est que les réécritures, en gros, c'est réservé à des auteurs qui sont renommés, ou qui le seront après du point de vue universitaire avec le temps qui passe. Mais les fanfictions sont déconsidérées parce que c'est fait par des fans. Mais par exemple, certains de ces fans, si on leur laisse le temps de progresser et de devenir eux-mêmes des auteurs, si ça se trouve, après, ça va être des auteurs renommés et leurs textes qui étaient complètement déconsidérés et vus comme de la sous-littérature parce que c'était des fanfictions, dans 30 ou 40 ans, si ça se trouve, ce sera considéré comme une pièce majeure
la littérature, une magnifique réécriture de telle ou telle œuvre. Bon, bien sûr, là, je parle pas de 50 nuances de Grey. Non, mais en fait, ce que je me suis demandé, c'est par exemple si Kim Newman avait écrit ce livre en premier, parce que visiblement sa renommée, elle est due à son premier livre, Anno Dracula, c'est ça ? Oui. Et enfin, c'est les premiers livres qu'il a écrits, en tout cas, c'est pas tout de suite sur Sherlock Holmes, mais est-ce que s'il avait commencé par écrire son roman sur Sherlock Holmes, est-ce que ça aurait vraiment été publié tout de suite ? Ou est-ce que ça a été publié parce que c'est Kim Newman qui l'est connu dans le monde de l'édition et enfin, tu vois, c'est ça que je me suis demandé. Parce que je pense que oui, ça aurait été publié. Après, je sais pas ce qu'il a fait avant Anno Dracula, mais il me semble qu'il en a fait d'autres. Mais après, Anno Dracula, c'est un peu dans le même genre aussi. Si tu veux, ça reprend... Oui, c'est une réécriture aussi. Ouais. C'est une réécriture... Bon, c'est carrément, pour reprendre les termes de la fanfiction, c'est un UA, donc un univers alternatif avec Dracula qui a gagné à la fin du roman de Bram Stoker et qui a épousé, plus ou moins volontairement, de la part de sa femme, la reine Victoria. Et donc, il est devenu roi de l'Angleterre. Et donc, on part de là. Et il y a le premier Anno Dracula, en fait c'est une série, et le premier c'est... Bon, après il y a d'autres, le Baron Rouge Sang, donc celui-là se passe pendant la Première Guerre mondiale je crois, et puis après il y en a d'autres ça avance au fur et à mesure du temps en fait. Et le truc c'est que si tu veux, si vous voulez, dans Anno Dracula, donc il reprend à la fois l'histoire de Bram Stoker, donc il reprend plein d'autres mythes du vampire, donc on a des tas et des tas de références, mais il y a même parfois juste un vampire qui est nommé comme ça. Par exemple, on retrouve le film de Polanski, il y a les vampires donc du bal des vampires qui sont rapidement évoqués. On a la comtesse Elisabeth Bathory, mais il y a aussi d'autres œuvres de la même époque qui sont reprises. Il y a notamment une référence à Sherlock Holmes. On voit le club privé du frère de Sherlock Holmes. Il y a d'autres, il y a aussi une référence au Docteur Moreau, une référence à Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc en fait, je pense que Kim Newman est un fan, mais pas un fan de certaines œuvres, mais vraiment un fan de tout ce qui est culture populaire et de toute la littérature un peu fantastique ou policière, et c'est un univers qu'il aime bien mélanger. Et en fait, c'est assez intéressant la façon dont il reprend. Donc, oui, c'est des réécritures, mais en même temps, on peut pas nier ce côté fan de Kim Newman, parce que pour avoir autant de références, et on voit que ça l'amuse, en fait. Et du coup... Oui, en fait, du coup, ça ferait partie de son processus de création, en fait. Il a besoin de reprendre des personnages qu'il a aimés, peut-être dans son enfance ou dans son adolescence, et de les faire interagir tous ensemble pour créer une œuvre, enfin, sa propre œuvre, en fait. C'est du recyclage, quoi. Recyclage de monstres. C'est pas vraiment enfin, recyclage, ça fait un peu négatif. Non, comme je ça. rigole. Mais... oui, c'est plus... enfin, on voit qu'il a été inspiré... je pense que Kim Newman, ça fait partie de ces auteurs qui sont inspirés un peu par ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont vu un peu... ça me fait penser un peu à Stephen King, où on voit un peu dans certains de ses romans, en fait, ce qu'il a inspiré ou ce qu'il aime. Et aussi, si on part plus vers le cinéma, peut-être Peter Jackson ou Tarantino, en fait, on voit ce qui les a inspirés et ce qu'ils ont aimé dans tout ce qui est culture populaire, en fait. Et c'est un mix de tout ça, et d'un côté, c'est normal, puisque forcément, quand on crée une œuvre, que ce soit de l'écriture ou autre chose, on est forcément inspiré. Il n'y a aucun artiste qui crée une œuvre du néant. Mais disons qu'après, il y a les artistes qui reprennent ce qu'ils ont lu pour en faire autre chose, c'est-à-dire que c'est, en arrière-plan. Oui. Et après, ils créent des personnages originaux, ils créent des univers qui leur sont propres. Enfin, on prend n'importe quel auteur français, il fera des références à la mythologie, il fera des références aux auteurs qui ont précédé. Par exemple, Proust, il fait souvent des références à Balzac.
Mais en même temps, ils créent quand même leurs propres personnages et leurs propres histoires. Alors que là, c'est quand même plus prononcé chez Kim Newman, puisqu'il reprend exactement les mêmes personnages. Il reprend Dracula, il reprend des franchises. Enfin, si on... Oui, mais bon, pour Dracula, je peux pas me prononcer parce que du coup, j'ai pas lu Dracula. Mais pour celui-là, le personnage de Moran et le personnage de Moriarty ne sont presque pas du tout développés dans les nouvelles de Conan Doyle. Donc, il a repris les noms, mais il a complètement créé les personnages. Enfin, c'est les mêmes personnages, c'est sûr. Moran, c'est une invention. Non, Moran, il existe. Il existe vraiment, je me souviens. Oui, tu le vois dans le dernier problème, donc et puis la maison vide. Ouais. Ah d'accord, oui. Mais okay. Mais par contre, il n'est pas du tout défini. Et là, je suis assez d'accord avec Ali, c'est que Kim Newman donne une vraie personnalité à Moran. Et c'est sa personnalité. Il a vraiment appliqué son univers à celui de Conan Doyle en créant complètement toute l'entreprise de Moriarty. En fait, Moriarty est devenu une figure proéminente dans toute l'histoire de Sherlock Holmes, dans toutes les réadaptations, réinterprétations. Mais au final, dans les romans et les nouvelles originales, on le voit presque jamais. Donc il est vraiment juste mentionné comme ça en passant. On sait que c'est la némésis de Sherlock Holmes, mais on n'a pas vraiment le temps de s'apesantir sur le personnage. Donc du coup, il y a quand même un très très gros travail de création de la part de Newman dans cette histoire. Et Moran étant sa plus forte création et celle qui nous marque le plus. Oui, c'est ça. Par exemple, le personnage de Irene Adler, il l'aurait écrit aussi un peu à sa sauce. Enfin, on le reconnaît bien. Je trouve qu'il ressemble pas mal à la version de Conan Doyle, mais elle est un peu plus mutine et un peu plus manipulatrice et pas mauvaise, mais disons qu'elle balance plus du côté de Moriarty, elle a l'air quand même d'avoir un meilleur fond avec Sherlock Holmes dans les nouvelles de Conan Doyle. Là, d'un point de vue moral, elle est plus vraiment un peu plus contre la loi, je trouve. Ouais. Donc du coup, vous serez plutôt d'accord pour dire que c'est une création, quoi. Oui. Bah, c'est une création, mais après, le terme de fanfiction, ça veut simplement dire que c'est une fiction qui a été créée par un fan. Voilà. Donc, à partir du moment où... Enfin, je pense qu'on peut dire très clairement que Kim Newman est fan de Sherlock Holmes. Donc je pense qu'à partir de là, quoi qu'il écrive sur Sherlock Holmes, ça sera une fanfiction. D'accord, oui, effectivement. Il y a toujours ce sous-entendu de qualité qui va avec le terme fanfiction, parce que c'est vrai que déjà il y a l'image que tout le monde a de 50 Shades qui est assez mauvaise, et le fait aussi que on raconte que c'est toujours des gamines de 14 ans qui écrivent du porno. Mais les fanfictions, il y a quand même beaucoup plus que ça. C'est un genre qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus riche que ce que la plupart des gens peuvent penser. C'est vrai qu'il faut parfois chercher un petit peu pour tomber sur la perle rare, mais j'ai dit perles rares, mais elles ne sont pas si rares que ça, justement. Oui, je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai que pour moi, une fanfiction, ça n'engage ça ne veut rien dire concernant la qualité de l'œuvre. Pour moi, c'est vraiment juste si l'auteur est fan et qu'il écrit sur un univers déjà existant, pour moi, ça va être une fanfiction. Oui, je suis assez d'accord aussi. D'accord. Bon, après, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les fanfictions, mais c'est parce que je suis une méchante snob. Mais et alors, par contre, je ne nie pas que ce soit pas créatif. Souvent, même bon, je connaissais surtout les fanfictions sur Harry Potter, mais il y en avait souvent des très intéressantes sur des personnages qui étaient très peu exploités par J.K. Rowling. Mais est-ce que Kim Newman, par exemple, peut continuer à écrire ? Je pense que c'est ce qu'il veut faire. Il va continuer à écrire sur tous les personnages qu'il a adorés, dont il est fan. Mais est-ce que ça valait le coup d'être publié ? Ça, je réserve l'opinion pour moi. Mais voilà. Après, j'ai pas d'a priori, j'ai pas lu ses autres livres et tout, donc peut-être que ses autres livres sont plus intéressants. Peut-être qu'il s'éclate même plus quand ce sont des vrais romans et pas dans des nouvelles aussi, parce que j'ai l'impression que la nouvelle l'a un peu empêché d'exploiter tous les personnages. Oui, je pense aussi. Enfin, le problème, c'est que certaines nouvelles, soit c'est trop long et on a juste hâte que ça se termine, et d'autres, on commence à accrocher à certains personnages, et ben finalement la nouvelle est terminée et on les reverra plus. C'est ça. C'est un peu frustrant. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'il laisse pas suffisamment de place à ses personnages à cause de la nouvelle, donc je suis pas sûre que ce soit le meilleur choix en fait, qu'il ait fait de prendre le format de la nouvelle. Il y a aussi le problème que Moran ne laisse pas beaucoup de place aux autres personnages, et vu que c'est le point de vue de Moran... Je pense que c'est pas le problème de la nouvelle, c'est surtout le problème de Moran en fait. Ouais, le problème de Moran, mais déjà en plus on sent pas forcément l'évolution, ou alors elle est très brusque entre les nouvelles.
Et surtout, il y a un autre aspect qui, c'est toujours en rapport avec cette écriture en miroir. Et un autre aspect qui me gêne, c'est que il y a l'ombre de Conan Doyle tout le temps. Et le fait même qu'ils reprennent des paragraphes même de Conan Doyle, alors c'est des très beaux clins d'œil pour les lecteurs, mais en même temps c'est trop pesant pour l'auteur. Des fois j'ai l'impression qu'il a du mal à s'exprimer, même à s'affranchir de Conan Doyle. Il y a une trop grande admiration pour l'auteur. Et c'est ça qui me fait un peu hésiter sur cette part d'originalité en fait. Conan Doyle plane encore beaucoup trop derrière chaque nouvelle, derrière les titres, derrière les paragraphes qui sont réécrits. Et c'est ça aussi qui me manquait, c'est peut-être le style de Kim Newman qui est vraiment emprisonné par celui de Conan Doyle. C'est limite du pastiche. Oui. On est vraiment dans du pastiche en fait. Et même si on écrit du point de vue des méchants, même s'il y a une originalité dans la création des personnages, il est quand même enfermé dans cette admiration de Conan Doyle. Et c'est vraiment ça qui m'a un petit peu gênée en fait. J'aimerais bien avoir le point de vue de Kim Newman, avoir aussi, enfin le voir s'exprimer un petit peu. Et tout au long du roman, je le sentais pas s'exprimer en fait. C'est intéressant. Ouais, mais en fait je suis assez d'accord parce que ce livre est surtout intéressant en tant que fan de Sherlock Holmes. Les réécritures, le fait de reprendre les titres et tout, je pense qu'il a choisi le format de la nouvelle justement pour reprendre et faire une réécriture et faire un hommage à l'œuvre de Conan Doyle en reprenant Conan Doyle écrivait des nouvelles, alors on va faire des nouvelles. Le fait de reprendre les titres et de reprendre certains chapitres et tout, c'est amusant. Moi, je suis fan de Sherlock Holmes et en tant que fan de Sherlock Holmes, ce qui m'a le plus amusé, c'est de retrouver des petites références justement à Sherlock Holmes. Par exemple, quand Moriarty, quand je disais qu'il aimait reprendre les passions, les hobbies de Sherlock Holmes pour les adapter, soit pour s'en moquer, soit pour essayer de faire mieux. Mais par exemple, Sherlock Holmes adore les abeilles et il projette d'écrire un livre sur les abeilles. Et Moriarty, lui, il adore les guêpes et il projette de faire un livre sur les guêpes. Enfin, c'est toujours des petites remarques comme ça, et ça, c'était amusant. Par contre, je suis assez d'accord dans le fait que reprendre vraiment le schéma des nouvelles de Conan Doyle, parfois c'était assez lourd. Dans Un désordre à Belgravia, la nouvelle avec Irene Adler, là, c'est amusant. Par contre, la nouvelle du chien des d'Uberville, là, c'était vraiment repris à un point, c'était même plus de la... Enfin, si, c'était de la réécriture, mais c'était limite de la réécriture de lycée, de collégien, quoi. On aurait dit un exercice de réécriture. Reprenez telle nouvelle du point de vue de telle personne. Là, c'était vraiment... c'est ça. C'est très scolaire, exactement. C'est ça que je reprocherais, c'est pas littéraire. C'est ce que je cherche aussi, c'est une qualité littéraire, c'est d'être un peu époustouflée par ce que je lis ou d'être un peu surprise par ce que je lis. Et en fait, j'étais pas surprise, c'est très scolaire, c'est pas original et ça répond finalement, oui, effectivement, s'il y avait... on pourrait carrément écrire la consigne au début du roman. En fait, c'était un devoir de 6e. Non, pas 6e quand même. Sherlock Holmes, non mais c'est exactement ça, quoi. Bon, 6e dans un monde parfait. Je pense qu'il y a quelques nouvelles qu'on pourrait retirer, mais par exemple la nouvelle sur, je sais plus son nom, mais c'est elle avec Mars. La Ligue de la Planète Rouge. Oui, elle est quand même extraordinaire. Oui, c'est la meilleure. De toute façon, je crois qu'il aurait dû écrire que celle-là. En fait, voilà, il aurait dû faire un roman rien qu'avec cette histoire, ça présentait vraiment le personnage de Moriarty. On avait toute la folie du personnage qui est très bien représentée dans cette nouvelle. La nouvelle en elle-même est hilarante. Et ça permet de développer beaucoup de personnages secondaires et du coup c'est vrai que cette nouvelle là en particulier est vraiment excellente et aurait pu faire un roman quoi. En fait on peut conseiller nos lecteurs, si vous ne devez en lire qu'une seule, lisez que celle-là. Voilà. Non, celle avec Irene Adler aussi, des ordres à Belgravia, elle est bien. Oui voilà, pour le kiff, oui. Et puis le problème final est intéressant parce que du coup c'est la seule qui est vraiment une histoire identique à Sherlock avec le point de vue de Moriarty, le problème de l'aventure finale. Donc ça là aussi peut être intéressant pour les fans de Sherlock Holmes qui seraient curieux de voir comment Moriarty et Moran ont pu vivre l'événement. Le grand événement. Disons voilà, c'est les 3 nouvelles qu'on pourrait sélectionner finalement. Le problème de l'aventure finale, c'est qu'elle est quand même en lien avec les autres nouvelles d'avant. Du coup, c'est un peu difficile de dire que c'est celle-là, mais... Bon, lisez tout le livre et puis voilà. Faites-vous vos idées, enfin. Voilà. C'est toujours ce qu'il y a de mieux, se faire sa propre idée, de toute façon. Alors, on va terminer cette partie
passionnante. Oh la prétentieuse, et tu es en train de te faire moraliser là. Non mais j'ai fait un mélange entre fascinante et passionnante. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, on va terminer cette partie sur la réécriture par un nouveau petit jeu. Donc vu qu'on a parlé des fanfictions, il y a ce site qui s'appelle AO3 et sur lequel les fanfictions sont rangées avec un système de tags. Donc si Moriarty de Kim Newman était sur AO3, quels seraient les tags utilisés pour le définir? Point de vue Moran, c'est le premier, je pense. Moi, je dirais étude de caractère, étude de personnage. Ça, le caractère. Je mettrais chasse, mais c'est pas, je sais pas si c'est vraiment un tag de AO3. Non, sinon je mettrais violence, armes. Ouais, violence et armes. Sexe. Oui, So much sexe. Crime et aventure. Je mettrais cross-dressing aussi. Est-ce que vous pouvez avoir Moriarty X Moran? Je sais pas s'ils ont un nom de... Je sais pas s'ils ont un nom de ship officiel, Moriarty et Moran. Bah ça ferait Mort-Mort. Non mais le problème c'est que ça ferait Moran ou Moriarty. Parce que les noms commencent pareil. Je préfère Mort-Mort, hein. Je ne me démords pas. Mort. Oh, ça leur correspond assez bien. Moi, je suis désolée, je préfère le Moriarty Sherlock Holmes. Certes. Je suis désolée, je tiens à mon tag, Moriarty est un tsundere. Voilà. Ouais, mais il y a une citation que je trouve absolument extraordinaire si on la sort de son contexte. Et même dans son contexte d'ailleurs, c'est un moment où Moran est face à Moriarty et où il dit « Je me retrouvais affalée dans un profond fauteuil, trop choquée pour avoir mal, mes poignets plaqués sur les accoudoirs par des mains noueuses et puissantes. Son visage blafard était tout près du mien, ses yeux intenses envahissant mon champ de vision. » Alors, voilà, Moriarty Moran, ça marche. Oui, c'est vrai que là, c'est magnifique. Ça passe de commentaires. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé après. Personne ne veut savoir. Si, je pense qu'il y en a qui veulent savoir. Mais je pense qu'il se serait passé quelque chose après, Moran en aurait sûrement parlé. Son nouveau roman porno. Je crois que Moran n'aimerait pas en parler. C'est vrai, quoi. Il préférait parler de ce qui s'est passé avec Irène. Ou de Minette. Ou la Minette de Cali. Voilà. Il aime les minettes. Zoophilie. Ah, Sophie. Manipulation. Ouais. Ouais. Londres est une jungle. Une jungle urbaine. Est-ce qu'on mettrait le tag friendship? Je vois pas ça amène. Amitié avec mon accent à chier. Pardon, excuse-moi. Friendship. C'est pas ce qui me vient en premier, mais bon. Oui. Je mettrais plutôt partenariat du crime, mais... Voilà. Il faut absolument mettre un tag crime family. Parce que c'est trop une famille de criminels. Oui. Ouais. Enfin, je veux dire, ils ont même une fête d'anniversaire à un moment, quoi. Ah oui, non, ça c'est la meilleure scène. Non, on va pas leur spoiler la fête d'anniversaire. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut découvrir et apprécier à ses justes valeurs. Oui, voilà. Mais du coup, vu qu'on a une fête d'anniversaire, on peut mettre aussi le tag domestique. Ouais. Parce qu'il y a plein de scènes aussi où justement on voit Moran et Moriarty. Enfin, Moran nous décrit des scènes de Moran et Moriarty dans leur bureau et puis Ah non, c'est complètement domestique. Ouais. En fait, c'est un peu du domestique comme on a avec Sherlock Holmes et Watson, quoi. Je suis en train de m'imaginer une version de Friends, parce que vu qu'ils vivent ensemble, en plus, ils vivent dans un bordel. Ça ferait une série, en fait. Mais grave. Bon, il m'embauche tout de suite comme scénariste, c'est bon. Ou alors, faudrait faire une fanfiction sur cette plus ou moins fanfiction. Oula, c'est fanception. Voilà. Et du coup, oui, comme ça se passe dans un bordel, il faudrait forcément un tag pour parler de ça aussi. Oui. Bah, bordel. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je crois aussi. C'est bien. Du coup, on va pouvoir passer aux différentes versions et réinterprétations de Moriarty.
Alors, du coup, on a chacune notre réinterprétation favorite. Wendy? Voilà, j'ai le choix le moins original, évidemment, manque d'originalité totale. C'est, pour moi, la version que je préfère, c'est celle de Andrew Scott dans la version de la BBC. Oui. Parce que... Non, mais parce qu'en fait, sincèrement, l'acteur, déjà, Enfin, en fait, je m'attendais pas vraiment à ce genre de tête pour Moriarty. On s'attend toujours à quelqu'un d'assez âgé ou d'assez... dégarni dans certaines représentations du 19e siècle. Et là, on a un gars hyper jeune... hyper dynamique et tout, enfin, puis qui a une façon de s'exprimer mais complètement effrayante, enfin, voire dérangeante. Et en fait, cette interprétation aussi d'un Moriarty qui s'ennuie et qui se sert de Sherlock Holmes un petit peu pour tromper son ennui, m'avait plutôt intéressée. Parce qu'en fait, c'est ça, j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble, j'ai joué avec jusqu'à ce que je ne m'ennuie plus, en fait. Donc j'avais vraiment aimé cette interprétation-là de Moriarty. J'avais trouvé assez intéressante. Je suis complètement d'accord. Et toi, du coup, Mimi? Alors, moi, ça va être très original. Donc, une de mes versions... Enfin, j'ai beaucoup de versions préférées, mais une de mes préférées, vraiment, c'est Ratigan dans Basil, le détective privé. Donc, c'est la version Disney de Sherlock Holmes, et là, Ratigan est un rat. Ce qu'il ne faut surtout pas dire si on veut éviter de se faire dévorer par sa chatte apprivoisée. Donc... Ratigan. Ratigan. On va éviter de chanter la chanson. Et en fait, j'ai un coup de cœur particulier pour cette version de Sherlock Holmes parce que c'est une de mes premières accroches en fait avec tout ce qui concerne le mythe de Sherlock Holmes. C'est-à-dire que je pense que j'ai découvert le dessin animé avant même de lire mes premiers Sherlock Holmes. Et c'est un de mes Disney préférés. Et j'aime beaucoup cette version. Et puis je trouve que c'est assez amusant. Et le personnage en lui-même est assez amusant aussi. J'aime bien. Puis même s'il est très caractériel et il est vraiment horrible en fait comme personnage, mais je le trouve fun. Et puis j'adore le fait que c'est un rat et qu'il dirige une confrérie de criminels. C'est tous des souris, des rongeurs. Enfin, et il a un chat, une espèce de chat persan complètement... Enfin, c'est la pupus à son papa, quoi. C'est moral, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Elle s'appelle Félicia. Mais ouais, c'est la minette. Non, et puis je trouve ça... Parce qu'en fait, en même temps, ça reprend un peu ce cliché du méchant à la James Bond qui est là avec son gros chat persan en train de... Et je trouve ça trop fun. Et puis en même temps, le personnage a un côté tellement suave. Enfin, il est machiavélique et franchement, ça devait être un des méchants de Disney qui me faisait le plus peur quand j'étais petite. Surtout qu'il est vraiment flippant à la fin du Disney. Enfin, j'en dirais pas trop, mais quand il pique des colères, il fait vraiment peur. Et du coup, j'aime beaucoup cette version. Mais c'est pas la seule que j'aime, donc vas-y, Alice. Du coup, je prends le relais. Alors là, jusqu'à présent, on a eu des interprétations de Moriarty qui sont très théâtrales. Moi, mon choix, il se porte sur une version qui est un petit peu différente. Alors malheureusement, je peux vraiment pas en dire beaucoup parce que ça spoilerait complètement l'intrigue de la série dont elle est tirée, puisque mon Moriarty préféré, c'est celui d'Elementary. Donc j'ai trouvé que c'était une réinterprétation du personnage qui était vraiment très créative. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait aimer la série, puisque j'avais regardé avec beaucoup d'a priori à la base. Et finalement, la découverte du personnage de Moriarty a complètement retourné mon opinion sur la série, que maintenant je préfère à la version de la BBC, même si j'aime énormément l'interprétation d'Andrew Scott. Mais c'est vrai que ce personnage de Moriarty dans Elementary a été une très très grosse surprise. Ça, c'est vraiment une version du personnage inattendue qui du coup est assez à contre-courant des autres interprétations de Moriarty. Mais finalement, comme on a très petit peu bien sûr, comme on a très peu d'infos sur le personnage de Moriarty dans l'œuvre de Conan Doyle, ça laisse beaucoup de liberté d'interprétation. Et je trouve ça vraiment intéressant que dans Elementary, ils aient pris justement autant de liberté qu'ils le pouvaient, tout en respectant finalement le cœur du personnage de Moriarty, qui est ce chef d'une organisation criminelle doté d'une intelligence extrêmement développée.
Je l'aime beaucoup aussi, cette version de Moriarty, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis j'aime beaucoup sa relation avec Sherlock Holmes, mais aussi sa relation avec Watson. Enfin, j'en dirai pas trop pour pas spoiler, mais c'est franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Et c'est pour ça que je préfère Elementary à la version de la BBC, en partie. Bah, en fait, j'aime vraiment beaucoup. J'ai rien dit jusque-là, mais je désapprouve totalement. Je me suis un petit peu lassée en fait de la version, de Sherlock, donc la version de la BBC, notamment à cause de la dernière saison. Mais s'il y a un personnage sur lequel je ne m'écarte pas, c'est vraiment celui de Moriarty. En plus, Andrew Scott a vraiment une interprétation brillante. Enfin, c'est un très très bon acteur et du coup, il fait vraiment vivre le personnage. Et j'avoue que, j'accroche moins à cette version Sherlock, mais le personnage de Moriarty dans cette série, c'est pas ce que je déteste en fait. Franchement, j'aime beaucoup cette version-là de Moriarty aussi. Je préfère la version Elementary à cause de son originalité, mais la version d'Andrew Scott, je la trouve très bien aussi. Et puis c'est vrai qu'il fait un excellent Moriarty. Donc, puis j'aime beaucoup le fait même si des fois le personnage n'intervient pas dans certains épisodes, qu'il apparaisse quand même dans la tête de Sherlock Holmes pour le faire réfléchir, pour le tourmenter aussi. On voit vraiment que c'est sa némésis, mais même à l'intérieur de sa pensée en fait. Il a carrément intégré Moriarty dans sa pensée. Sherlock dans la série de la BBC. C'est vraiment ça que j'aime aussi dans la série en fait. Moriarty, c'est pas seulement le personnage en lui-même, c'est un concept que Sherlock a intégré dans sa tête. C'est vrai qu'il fait entièrement partie de son processus de réflexion maintenant. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et Moriarty ne disparaît jamais vraiment, même dans les séries, dans les épisodes où il est absent quoi. Donc c'est quelque chose que j'apprécie. Non mais oui, t'as raison. La série Sherlock de la BBC, j'ai été extrêmement fan. Les 2 premières saisons, j'étais soufflée. La fin de la première saison, la scène de la piscine, mais j'étais agrippée à mon bureau. On était là, oh mon dieu, en mode fangirl complet. Mais c'est vrai que depuis que j'ai appris à apprécier Elementary, parce que ça a pris un petit peu de temps, j'ai appris à apprécier Elementary parce que la relation entre Sherlock et Watson est beaucoup plus égalitaire et je trouve qu'il y a une meilleure alchimie entre les deux que dans la série de la BBC. Donc en fait, c'est pas mon choix de série n'a rien à voir avec Moriarty parce que en fait Moriarty est beaucoup plus présent dans la série Sherlock, donc on a plus de temps pour découvrir le personnage que dans Elementary. Et c'est vrai que entre les deux, honnêtement, mon cœur balance. Hein. Les deux sont vraiment très intéressants et 2 versions complètement différentes du personnage. Je suis d'accord en fait, et j'aime beaucoup les 2 versions du personnage de Moriarty. Et après, je suis aussi d'accord sur ton interprétation de la relation entre Holmes et Watson dans Sherlock et dans Elementary. Et ce qui me gêne dans Sherlock, c'est que je trouve que Sherlock Holmes c'est méchant, mais vraiment cruellement, inutilement méchant. Et parfois, je le trouve à la limite d'être sociopathe. Bon, il est carrément sociopathe dans la BBC. Mais le truc, c'est que c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans Sherlock Holmes. Dans toutes les adaptations, je l'ai jamais vu être sociopathe comme ça, et aussi cruel et méchant. Et en fait, le truc, c'est que ça me dérange vraiment. Je supporte pas cette interprétation de Sherlock Holmes parce que pour moi, d'accord, il a un côté cassant et il est à part. Il y a certaines interprétations où il a un petit côté autiste, même si c'est un peu facile d'aller sur le spectre de l'autisme, et c'est quelque chose qui demande un peu de délicatesse, disons, dans ce sujet. Mais en fait, dans la version de la BBC, c'est vraiment trop méchant, et je sais pas, ça me dérange. Parce que il est pas cassant comme ça avec tout le monde. Il y a certaines personnes qui viennent le voir, il va être tolérant avec eux. En fait, il supporte pas les imbéciles, le personnage de Sherlock Holmes. Mais après, les personnes qui ont vraiment besoin d'aide, il est quand même sympa avec elles, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il déteste tout le monde et il prend un malin plaisir à faire du mal. Et j'ai limite l'impression que parfois le personnage de Moriarty est plus humain que lui. Et c'est ça qui me dérange en fait.
Voilà. Je suis assez d'accord et je trouve que c'est un contraste intéressant parce que Moriarty dans Sherlock de la BBC, effectivement, a un côté beaucoup plus humain parce qu'il réagit de manière plus normale à certains événements. Et du coup, parfois, surtout avec la dernière saison, on peut se demander finalement qui est le plus méchant dans un sens. On a l'impression qu'ils ont un peu le même type de pensée, sauf qu'il y en a un qui essaye de se convaincre qu'il est bien et l'autre qui a accepté complètement que finalement, il est là pour faire du mal et que c'est comme ça qu'il s'épanouit et puis voilà quoi. Je vois pas du tout de la même façon l'interprétation de Bénédicte concombre, enfin j'arrive pas à prononcer ça. Donc de Bénédicte, ce cher Bénédicte, disons qu'en fait son interprétation je la trouve pas si mauvaise et je trouve pas qu'il soit si méchant que ça. J'ai plutôt l'impression qu'il est méchant involontairement et souvent les réactions de Watson ça souligne le fait que c'est involontaire de la part de Sherlock Holmes. C'est plutôt qu'il est pris dans sa réflexion et qu'à force il pense tout haut et il dit ce qu'il pense des personnes sans se douter sans penser que ça peut les blesser ou quelque chose comme ça. Enfin limite c'est subsidiaire par rapport à sa réflexion. Du coup je dresserais pas un portrait aussi noir de Sherlock de la BBC. Mais en fait il fait pas c'est pas volontaire mais il ne fait pas d'effort parce qu'il sait que Watson est là pour ramasser les pots cassés dans un sens mais c'est pour ça que je trouve ça un peu, il est un peu parti dans l'optique, c'est pas la peine que je m'embête à être politiquement correct. De toute manière, Watson est là pour ça. En même temps, il fait des efforts. Dans la dernière saison, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait justement plutôt des efforts de la part de Sherlock par rapport à d'autres personnages que Watson, et même des efforts de Sherlock par rapport à Watson. Donc je pense que il va plutôt progresser dans ce domaine-là, et j'attends de voir les saisons qui viennent. Enfin, j'aurais pas un point de vue aussi arrêté sur son fonctionnement en fait. Parce que le point de vue de la série, le propre de la série de la BBC, c'est de montrer aussi l'influence de Watson sur Sherlock et la façon dont Watson fait de lui un meilleur homme. C'est un autre parti pris et donc du coup je serais un peu moins tranchée. C'est la même chose dans Elementary et je trouve que c'est plus visible dans Elementary justement. Sachant que c'est un vrai échange dans Elementary, c'est-à-dire que Sherlock progresse au contact de Watson. Mais Watson progresse aussi au contact de Sherlock. Oui, je sais plus exactement parce que en fait, cette version de la BBC m'énerve tellement que j'ai arrêté de la regarder. J'ai pas réussi à me mettre aux dernières saisons. Enfin, honnêtement, je peux pas. Mais le truc, c'est que j'ai vu des scènes dans Elementary où, par exemple, Holmes va consoler une victime et jamais je verrai Sherlock faire ça. Alors que, je veux dire, c'est une fille qui a été séquestrée et victime de viol et tout. Et limite, pour moi, le Sherlock de la BBC, il irait l'enfoncer et je trouve ça immonde en fait. Je sais pas, c'est. Je pense que je l'ai pris carrément en grippe et que c'est devenu. Je peux plus. Moi, j'ai pas un avis aussi tranché que le tien. Je trouve qu'il est beaucoup plus brusque et plus violent dans ses paroles que celui d'Elementary. Après, c'est un parti pris aussi de la part du scénario. Enfin, ils ont vraiment voulu montrer un personnage qui est complètement en retrait de la société et des conventions sociales. Et puis, c'est aussi une interprétation qui est très différente puisque ça se passe pas dans le même pays. Oui. On a une qui se passe aux États-Unis et une qui se passe en Angleterre et il faut aussi prendre en compte le fait que c'est deux cultures qui sont mine de rien complètement différentes et j'imagine que c'est peut-être un peu des clichés mais les Anglais sont déjà par nature plus réservés sur leur manière d'exprimer leurs sentiments que les Américains. Les Américains sont des personnes qui sont très ouvertes, qui vont aller vers les gens qui vont les Américains ils vont te faire un câlin, tu viens de les rencontrer, tu vois ils sont assez ouverts et les Anglais sont déjà plus réservés par nature donc j'imagine que pour montrer qu'un personnage est vraiment très réservé, très renfermé sur lui-même, du coup on doit aller dans des extrêmes un peu plus importants que pour un personnage qui a été créé par des Américains. Après, j'aurais 2 points à souligner sur ton avis. C'est que déjà, même si la série est américaine, c'est précisé que Holmes vient d'Angleterre. Donc, Oui, mais les scénaristes sont américains. Oui. Après, le truc, c'est que moi, je ferais une comparaison aussi avec une adaptation de Sherlock Holmes que peu de monde connaît, celle avec Jeremy Brett. Donc, ça se passe à l'époque de Sherlock Holmes, et là, c'est en Angleterre et tout, mais le personnage est, pas assez froid.
assez distant. Donc on retrouve bien le côté un peu asocial de Sherlock Holmes qui aime bien Watson, mais c'est tout. Mais à côté de ça, il est pas aussi froid et pas aussi cruel que la version de la BBC. Je préfère cette version-là, donc avec Jeremy Brett. C'est ma version, une de mes versions de Sherlock Holmes préférées. Et du coup, au niveau de la relation justement avec Sherlock, pour conclure, dans ces différents justement différentes réinterprétations qu'on a évoquées, quelle est pour vous la meilleure relation entre Moriarty et Sherlock, entre le livre et du coup ce qu'on vient d'évoquer? Moi, je dirais celle de la BBC. Ouais, pareil. Mais bon, je suis trop fan de la celle de la BBC, je suis pas objective. Moi, j'aime beaucoup la version d'Elementary parce qu'elle est vraiment très originale. Oui, aussi. Après, la version de Disney, je trouve qu'elle colle bien au canon d'origine. La version de compétition et en même temps de haine entre les deux personnages et ils sont ennemis, c'est leur némésis et Basil essaye absolument d'arrêter Ratigan et Ratigan essaye toujours de faire des plans qui sont constamment contrariés par Basil et ça l'énerve et puis ils essayent de s'éliminer l'un l'autre et en même temps il y a une espèce d'émulation, même si c'est pas une très bonne émulation, mais j'aime beaucoup cette relation, je la trouve très fidèle au canon. J'ai aussi beaucoup aimé celle du livre, justement, pour revenir sur le livre, dans le sens où Sherlock et Moriarty, ils agissent comme des gamins de 4 ans. Oui. Surtout Moriarty, dans la manière dont ils interagissent l'un avec l'autre, la manière dont Moriarty va réagir à ce que fait Sherlock. On a vraiment l'intention d'assister à une bagarre de cour de récré, sauf qu'on aurait donné des vraies armes à chacun, quoi. Aux gosses, quoi. Enfin, c'est ça, c'est vraiment une relation entre les deux qui est assez perturbante dans un sens, puisque on sait que ce sont des adultes, on sait que ce sont des personnages qui sont extrêmement intelligents, mais à côté de ça, on se rend compte qu'au niveau relations sociales, liens sociaux entre liens humains, finalement, ils ont aucune maturité. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je te disais ce que je vous disais avec le fait que Moriarty semble tout le temps prendre toutes les passions de Sherlock pour essayer de faire mieux que lui ou pour les ridiculiser. Il y a par exemple ce moment où Moran raconte que Moriarty a acheté un violon lors d'enchères et c'est un Stradivarius et qu'il l'a ravi à un autre personnage qui voulait absolument l'acheter et on devine en fond qu'en fait il a volé le violon que Sherlock Holmes voulait absolument s'acheter et qu'il est en train de le démolir mais juste comme ça enfin. Un Stradivarius, mon Dieu, c'est une honte. Oui et puis non, c'est tout à fait normal de la part de Moriarty, je vois pas le problème. Vous êtes tellement étriqués. C'est très drôle en fait. Donc si on devait mettre une note à l'œuvre sur 5, vous mettriez quoi comme note à peu près pour donner un ordre d'idée aux lecteurs? Je mettrais entre 3 et 3,5 parce qu'il y a de très très bons moments et d'autres qui sont vraiment longs. Peut-être 3,5. 3,5 aussi. Ok, je dirais plutôt 3, mais parce que je suis gentille. 3 peut mieux faire. C'est déjà au-dessus de la moyenne. Je précise juste, c'est elle qui a choisi le livre. Hein. Oui, c'est moi qui ai choisi le livre. C'est le point à préciser. Alors, d'ailleurs, si je devais conclure sur une phrase, c'est ne jamais juger un livre sur sa couverture. La couverture est très 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 jolie et c'est ça qui avait attiré mon regard sur cette œuvre. Mais finalement, moi, ça m'a complètement déçue. Donc voilà, ne jamais se fier à la couverture d'un livre, la leçon... Il faut que je parle du livre parce que... Enfin, moi, je l'ai acheté en version papier. Wendy et Ali l'ont lu en version numérique. Et donc, c'est une édition Bragelonne. Et franchement, à Bragelonne, ils font des livres vraiment magnifiques. Et en fait, ce livre vaut le coup juste... Il coûte un bras, hein. Mais même en livre-objet, il vaut le coup parce que il est magnifique, la couverture est vraiment très très bien faite. Il a une tranche toute argentée, c'est trop joli. Et puis même à l'intérieur, il y a des lettrines au début des paragraphes de chaque chapitre. Il y a même des lettres ou des extraits de journaux qui sont dans une typographie différente. Et franchement, c'est un travail d'édition qui est vraiment magnifique.
Alors oui, il coûte cher, je l'ai payé 28 €. Mais franchement, ça vaut le coup si vous aimez les beaux livres. Très bel objet pour caler une table. Voilà. Non, pas pour qu'il y ait une table. Très décoratif. Franchement, les livres de la librairie Bragelonne, c'est l'édition Bragelonne, ils font toujours des très beaux livres. Et si vous voulez décorer votre bibliothèque, c'est le genre de livre à acheter, quoi. Si vous avez des moyens. Non, sincèrement, oui, effectivement, c'est une très très belle collection et c'est ce qui a fait que j'ai flashé sur le livre et que j'ai eu très envie de le lire. Ouais. Voilà. Alors, je peux que vous conseiller, si vous avez des sous à dépenser et que vous voulez des jolis livres, d'aller acheter, celui-là si vous voulez lire celui-là ou un autre, mais dans votre librairie de quartier, c'était le moment chaîne du livre. Pub. Voilà. Vendu. Mais il faut pas l'acheter sur Amazon. Je ne dirai rien sur Amazon. Je suis en train de cacher ma Kindle discrètement. Et du coup, alors pour les lecteurs qui veulent donc suivre le prochain podcast, on peut leur proposer de lire le livre qu'on lira pour la prochaine séance. Alors, donc le livre, c'est moi qui l'ai choisi. Et la prochaine séance, on lira La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. Jennifer Mathieu, je sais pas si, je crois que c'est une auteure anglaise ou américaine, donc c'est peut-être Jennifer. Et c'est un livre de young adulte qui parle du slut shaming et qui se passe dans un lycée avec une adolescente qui va être victime donc de slut shaming, et apparemment c'est un roman à plusieurs voix, donc il a l'air intéressant et on l'a choisi pour varier un peu les thèmes de young adulte. Et du coup, on n'a pas arrêté de date encore, donc on vous tiendra au courant. Voilà. Oui, via les réseaux sociaux, suivez-nous. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a terminé pour cette fois. Mm-hmm. Du coup, au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.